Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Mirkovic, un essayiste et analyste géopolitique, auteur de «Le chaos ukrainien, l'Amérique empire» et dernièrement «Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront» aux éditions Desiertes. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Votre dernier livre, «Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront», sort, à peine, et arrive dans un moment où beaucoup, de Français ressentent un profond découragement. Quel diagnostic, principal portez-vous sur la France en ce début 2026? Ce n'est malheureusement pas c'est pas un diagnostic très bon. Je n'engage pas encore le pronostic vital, Mmh. mais très clairement, il est urgent, je pense que vos auditeurs le savent, d'agir parce que cela soit au niveau civilisationnel, culturel, spirituel, économique, les indicateurs de la France sont vraiment mauvais. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un domaine où on pourrait dire qu'on s'en sort et qu'il y a un motif d'espoir. On a été, je pense, la raison de tout ça, et c'est l'introduction de mon livre, Mmh. c'est la cause, c'est très clairement on va dire l'espèce de séparation qu'il y a pu avoir à la fin de la Deuxième Guerre mondiale entre une élite qui progressivement a abandonné la culture française, qui a abandonné le reste du peuple français pour servir ses propres intérêts, pour travailler dans un monde, dans un projet mondialiste. On l'a vu avec la création de l'Union européenne, fortement inspirée par les États-Unis, avec une caste dirigeante qui est devenue une caste dominante Mmh. très atlantiste. On Tout à a fait. quand même ces dernières années la France qui laisse des pans entiers de son économie à l'abandon, qui les vend à des multinationales étrangères, et une Union européenne qui empêche les Français de mettre en place une politique qui serve les intérêts des Français. Donc on a ce problème d'élite mal nommée qui ne nous dirige pas correctement, et avec en même temps un désintérêt pour la politique, avec des politiciens qui ne respectent pas leurs engagements électoraux, des référendums, notamment le fameux référendum qu'on a voté en France, enfin, auquel les Français ont participé, où ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de la Constitution européenne, et on leur a quand même imposé. Posé, Et c'est un oui. problème occidental. On a vu la même chose en Europe. Si vous regardez la Grèce, les Pays-Bas, l'Irlande, sur différents sujets, chaque fois qu'on convie le peuple à un référendum, il s'exprime, et les gouvernements en place, qu'ils soient de droite ou de gauche, mettent en place des politiques différentes. Donc, pour toutes ces raisons, et je rentre un peu plus dans le détail dans le livre, Mmh. j'explique que le système ne peut plus marcher. Ou alors on avance à pas forcer vers un système qui sera de plus en plus totalitaire, parce que cette élite en place ne veut pas lâcher le pouvoir et fera tout ce qu'elle peut pour le garder, parce que Mmh. ses intérêts sont autres. Ou alors on reprend notre avenir en main, on reprend le pouvoir et on refait de la France un grand pays. Bah, d'ailleurs, dans «Déclin et renouveau», vous parlez de redynamiser les Français et de, nouvelle sentinelle de la France éternelle. Quels sont, selon vous, les 3 leviers les plus, urgents et réalistes pour inverser le déclin dans les, allez, 5-10 prochaines années? Je pense que d'abord, on ne peut pas avoir été des cigales pendant plusieurs générations et tout d'un coup se transformer en fourmis. Donc il faut psychologiquement se dire qu'il n'y a pas de solution presse-bouton, il n'y a pas de Deus ex machina qui va arriver et qui Mmh. va tout résoudre d'un coup. Il va falloir se retrousser les manches, il va falloir être courageux. Et ça, pour moi, c'est le premier point, c'est vraiment le courage. Vous savez, Thucydide, et je pense que c'est important de rappeler qu'on doit puiser dans nos racines helléno-chrétiennes pour s'en sortir. Thucydide dit que la liberté se confond avec le bonheur, et que le bonheur, lui, se confond avec, et que comment dire, le courage se confond avec la liberté. Donc il faut mélanger, si on cherche notre bonheur, la défense de nos intérêts, on ne va pas y arriver sans cette quête de liberté et sans courage. Et ça, c'est fondamental. On ne peut pas vouloir la victoire mais ne pas y participer. Et pour participer dans le système dans lequel on est aujourd'hui, il faut s'impliquer dans la société. En gros, il faut régénérer le peuple français. Il faut que les Français qui ont été victimes et qui ont été partie prenante malheureusement dans cette transformation de la société, dans cette réingénierie sociale, on est rentré dans le jeu du matérialisme, on est rentré dans le jeu de l'individualisme. On s'est dit que voilà, le confort valait mieux que toute autre chose. Et Ouais. donc on a coupé nos racines et on ne participe plus à la solidarité. Or, c'est le peuple français qui va sauver la France. Aucun autre peuple, aucune organisation, aucune institution ne veut le bien des Français. Aucune.
juste les Français. Donc, si les Français ne se réapproprient pas leur pays, ils ne vont pas y arriver. Et donc, le premier point, donc, pour que les Français redeviennent un peuple, ils doivent être courageux. Ils doivent renouer avec leurs racines. L'enracinement, disait Simone Veil, est peut-être le bien le plus précieux Précieux. de l'âme. Et comment est-ce qu'on entretient cette racine? Eh bien, en participant collectivement à des entreprises, à des initiatives avec d'autres Français. Et qu'est-ce qu'elle dit, Simone Veil? C'est avec des personnes qui entretiennent la mémoire du passé, qui ont gardé les trésors du passé et qui ont un pressentiment d'avenir. C'est-à-dire qu'on doit se retrouver entre ceux qui se retrouvent, qui veulent défendre la France. Et ce n'est pas forcément des organisations politiques. Et je pense que c'est ça l'erreur. Beaucoup de personnes pensent que sauver la France passe uniquement par des partis politiques. Non, ça passe par l'implication des Français. C'est ça, je pense, le sentiment, ce que veut dire Simone Veil, la philosophe. C'est on peut très bien défendre la France, défendre nos valeurs, défendre notre culture, nos racines, d'abord dans sa famille. Et ça, je pense que ça, c'est extrêmement important, la défense de la famille. Pareil, je repasse dans comment dire, l'Antiquité. Aristote le dit, la famille, c'est le pilier de la société. Même Rousseau le dit. Rousseau, très, très clairement dit, la famille est la plus ancienne des sociétés. Mmh. C'est le modèle politique. Et on est dans une société qui a tout fait pour détruire la famille, pour éloigner les membres de la famille, pour encourager la séparation, le divorce des familles. On doit rentrer dans une société qui n'encourage pas ça, qui défend au contraire, qui encourage les familles à rester unies. Donc, il faut, au sein même de nos familles, tout faire pour les protéger, pour les garder, pour les agrandir. Il nous faut un taux de natalité important. Il faut être proche de nos anciens, proche de comment dire, des plus petits. Donc, le courage, la famille, et pour le dernier point, comme je le disais, nos racines. S'approprier, se réapproprier notre culture, mieux maîtriser notre langue, connaître les classiques de la culture française, l'histoire. Et pour cela, croyez-moi, même pour beaucoup de personnes qui se disent patriotes, c'est encore du travail. Il faut en être fier. Il faut être fier de toutes ces choses-là et le revaloriser. Et ça ne veut pas dire vivre Mmh. avec le regard fixé dans le rétroviseur. Ça veut dire construire, bâtir sur des fonds qui sont déjà là et qu'on doit juste exhumer un petit peu, dépoussiérer pour certains et les faire vivre au jour le jour par une implication quotidienne dans la vie de la cité. Et beaucoup, pointent la perte, hein, de souveraineté, alors énergie, industrie, monnaie, défense. Pensez-vous que la France puisse réellement redevenir souveraine sans sortir de l'UE et de l'OTAN? Ou est-ce devenu un préalable, incontournable? C'est une bonne question. Je pense malheureusement aujourd'hui qu'il faut tirer un bilan sur l'Union européenne et l'OTAN. Mmh. Qu'est-ce que ces organisations nous ont apporté? Est-ce que l'Union européenne a apporté la paix en Europe? On ne l'a pas vu pendant la guerre en ex-Yougoslavie, on ne l'a clairement pas vu en Ukraine, où aujourd'hui elle ne cesse d'alimenter un discours de guerre. Est-ce que l'Union européenne a apporté la stabilité? Est-ce qu'elle a apporté la prospérité? Est-ce que nos entreprises créent des emplois ou est-ce qu'elles en perdent? Est-ce que nous perdons des entreprises? Est-ce que nous sommes arrivés à un niveau comparable à d'autres nations sur cette planète en termes de recherche et de développement? Est-ce que nos universités sont parmi les 100 premières au niveau mondial? Est-ce que vous savez que dans les dernières études de Shanghai, la France a moins d'établissements Tout à universitaires fait. classés que la Suisse? Mmh. Donc, est-ce qu'on juge un arbre à son fruit? Je vais revenir à la Bible, hein, mais on juge un arbre à son fruit. L'Union européenne n'a pas répondu à ça. Pire, elle a précipité la chute de la France. Et l'OTAN, malheureusement, c'est pareil. Dans l'OTAN, j'estime que c'est la Légion étrangère des États-Unis. Nous avons suivi les États-Unis en Afghanistan, on a travaillé ensemble en Libye. Qu'est-ce qu'on a fait? En Afghanistan, on a donné le pays aux talibans. En Libye, on a imposé la charia. Est-ce que c'est ça vraiment la défense des intérêts des Français? Donc non, je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir si on ne sort pas de ces organisations, ce qui ne veut pas dire être ennemi des autres nations avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler et qui sont du même substrat helléno-chrétien que nous, mais on doit reprendre notre destin en main. Les organisations supranationales nous ont conduit vers des erreurs stratégiques, économiques et politiques et spirituelles. Hein, n'oubliez pas cet élément spirituel qui est pour moi fondamental. Il ne peut pas y avoir de verticalité ou de France grande si elle ne renoue pas avec ses origines Les origines. religieuses chrétiennes. Et donc, il faut sortir de ces organisations supranationales et recréer des liens d'une autre manière avec des pays membres de ces organisations et avec le reste du monde. La France
a un rôle particulier non seulement en Europe, mais dans le reste du monde. Nous avons la deuxième superficie maritime mondiale. Nous avons la francophonie qui concerne plus de 350 millions de locuteurs. Le français est une langue qui est la quatrième langue la plus utilisée sur Internet. Nous sacrifions tout cela au profit d'une Union européenne qui ne nous le rend pas. Donc reprenons notre envol et travaillons intelligemment avec nos voisins pour défendre d'abord nos intérêts, l'intérêt des Français. Nicolas Mirkovic, juste une petite pause, un petit message pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats, culture, histoire, littérature, religion, politique. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube. Radio Courtoisie est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Aidez-nous à faire entendre votre voix sur soutenir.rc.fr. Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Nicolas Mirkovic, avec la montée des tensions agricoles, énergétiques et sécuritaires, voyez-vous des signes concrets que les Français sont en train de se réveiller ou le grand remplacement moral et spirituel que certains dénoncent est-il déjà trop avancé? Non, il n'est jamais trop tard. Et je le dis, lisez, nous devons tous lire, et c'est pas aux auditeurs de Radio Courtoisie que je vais l'apprendre, mais nous devons partager autour de nous cette nécessité de connaître notre histoire. La France a déjà traversé des grandes crises. Nous avons déjà été envahis par plein de peuples. Nous avons déjà été confrontés à des épidémies particulièrement graves. Un tiers des Français meurent sous la peste noire. Nous avons eu des guerres civiles, des jacqueries, des guerres de religion. On a traversé des épreuves terribles. Et Michelet, Bainville, tous le Mhm. racontent dans leurs livres. C'est juste peut-être deux auteurs différents à lire pour se faire une idée de l'histoire de France. On peut s'inspirer d'eux. Le terme déclin et renouveau, qui est le titre de mon livre, sont des termes qui ont été employés par Charles de Gaulle, qui explique que oui, l'histoire de la France s'écrit d'abîme en cime. On a eu des moments de déclin et de renouveau. Nous sommes dans une période particulièrement bonne pour nous. Et je vais vous dire pourquoi je crois que les Français peuvent s'en sortir. Le monde est en train de traverser une dynamique assez importante. L'ordre que nous avons connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et notamment depuis la chute du communisme en Europe est en train d'être chamboulé. On le voit bien avec Xi Jinping en Chine, Mhm. Poutine en Russie, Trump aux États-Unis. Les différentes cartes mondiales sont en train d'être redistribuées et les parents pauvres de cette redistribution sont clairement les Européens qui sont perdus parce que, comme je le disais, l'Union européenne est un échec, c'est une chimère, on s'est fourvoyé dedans, c'est une erreur. Et donc, il y a un moment, il y a une perte. Notre classe dominante est perdue. Donc, il y a une opportunité pour nous à saisir. Et justement, les pays qui on voit au chapitre aujourd'hui ne sont pas des pays qui dépendent d'organisations tutélaires supranationales, qui ne sont pas, elles n'ont pas d'organisation. Au contraire, ce sont des nations souveraines qui se sont bâties sur le temps long, qui ont connu des crises aussi. Si on regarde l'histoire de la Ouais. Russie, de la Chine, si on regarde ces différents pays, vous regardez Singapour, qui est une grande place financière aujourd'hui, il y a 100 ans, le pays n'existait même pas. Donc, il y a des pays qui s'en sortent. Et aujourd'hui, si vous regardez, je crois quand même que la France a un rôle particulier à jouer dans le monde. Et vous prenez les événements de ces dernières années, quand on regarde le traité sur l'Union européenne, eh bien, les Français avaient eu le nez creux en disant massivement qu'il ne fallait pas rentrer là-dedans. Et on voit aujourd'hui qu'ils avaient raison. Si on voit au niveau de la foi, je pense que c'est important de noter qu'en France, par exemple, une bonne défense de la tradition catholique cette bataille a été menée en France. On regarde le succès du pèlerinage de Chartres, par Mhm. exemple. C'est en France que ça s'est passé. La résistance à, on va dire, je vais essayer de dire ça en termes politiquement corrects, mais à voilà, l'affaiblissement ou en tout cas la banalisation de la liturgie qui a été menée un peu partout dans l'Église. Et bien en France, il y a une bonne résistance en disant attendez, mais il faut revenir, il faut maintenir nos traditions, il faut maintenir le grégorien, il faut du silence, C'est en France que cela s'est passé. Si on regarde les Gilets jaunes, si on Oui. regarde le mouvement des Gilets jaunes, qui quand même, la France est un des seuls pays dans le monde occidental où des Français, spontanément, à travers tout le pays et notamment dans nos campagnes, se sont levés pour dire
nous voulons voix au chapitre. Qu'est-ce qu'ils ont demandé, les Gilets jaunes? Ils voulaient plus de démocratie, ils voulaient participer à la vie politique à un moment où justement la démocratie moderne a tendance à ne pas impliquer les citoyens dans la politique parce que c'est plus facile de garder le pouvoir quand les opposants ne participent pas aux enjeux électoraux. Je pense aussi quand on regarde la manifestation des paysans en France aujourd'hui, elle est majeure en France parce que nous sommes attachés à notre territoire. Donc je pense qu'il y a beaucoup de signaux qui étaient jadis faibles, qui sont forts aujourd'hui, qui montrent que les Français commencent à se rendre compte de la situation et à bouger. Et s'il y a bien un pays au monde qui est capable de donner le ton, et notamment dans le monde occidental, je pense que c'est la France. Donc, je pense que tout cela est positif. Il faut juste se rendre compte qu'il n'y a pas de solution presse-bouton. Cela, ça se regarde, ça se travaille sur ce travail de réveil se passe sur du temps, mais il y a de plus en plus de signaux qui montrent que les Français veulent que ça change et ils s'impliquent dans la société. Ce qui est intéressant, c'est que quand je prends ces exemples-là, les manifestations des paysans, les gilets jaunes, les pèlerinages de la tradition, ce sont des Français dans la rue qui reprennent l'espace politique, qui reprennent des domaines où on peut garder du pouvoir. Ce n'est pas en restant chez soi, en ne faisant rien. Il faut reprendre des espaces de pouvoir. Et les Français ont montré ces dernières années qu'ils le faisaient et il faut le faire de plus en plus. C'est là la clé du succès, c'est ça. Vous savez, ceux qui veulent défendre cette France dont nous parlons là, ils sont plus nombreux que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, que ceux qui tiennent les rênes du pouvoir. Mais on est désorganisés, on trouve souvent la possibilité de se chamailler entre nous sur des détails, sur des choses qui sont pas forcément primordiaux pour l'instant. Et alors que le pouvoir se délecte en nous voyant nous diviser entre nous, en nous voyant nous discuter des sexes des anges et quelle serait la France idéale. La France idéale, c'est la France que les Français construisent au jour le jour, d'où cette nécessité de s'impliquer tout de suite, de reprendre du pouvoir. Il faut refaire, comment dire, il faut défendre le bien commun, c'est s'impliquer dans les corps intermédiaires, c'est s'impliquer dans la société. Et la France a montré l'exemple, et je pense qu'elle va continuer de montrer l'exemple, plus les Français vont se manifester dans la rue, pas forcément sous forme de manifestation, je disais dans la rue, c'est dans la cité, si vous voulez. On aide la France et on aime la France en faisant du soutien scolaire, en animant un groupe de théâtre, mais il faut recréer ce lien social. C'est ce que dit Chomsky aux États-Unis, c'est ce que dit Latouche en France, c'est ce que dit ce que disent beaucoup de penseurs un peu alternatifs, recréer du lien social. On connaît ses concitoyens, on se rapproche de sa famille, de ses amis, on participe à des événements publics et là, on rayonne. On n'a pas le choix. Chacun d'entre nous doit essayer de faire mieux que la veille. C'est une quête. Alors, il nous reste 10 minutes, j'avais pas mal de questions à vous poser, on va essayer de faire un peu plus court si possible. L'armée ukrainienne semble au bord de l'effondrement en ce début 2026. Après avoir été sur place à plusieurs reprises, hein, quel est votre regard sur l'évolution du conflit depuis votre livre Le chaos ukrainien? La France a-t-elle encore les moyens et la légitimité, hein, de continuer à promettre une aide massive à Kiev? Je suis atterré. C'est un conflit sur le sol européen, un conflit fratricide, essentiellement entre peuples chrétiens. Euh, on doit tout faire pour y mettre un terme. Mmh. C'est dans l'intérêt de tout le monde, évidemment, des personnes concernées par cette guerre qui souffrent. Je vous rappelle la guerre a commencé en 2014, elle a été amplifiée en 2022. Il y a des personnes qui, depuis des enfants qui ont, en 10 ans aujourd'hui, ont toujours connu la guerre. Et malheureusement, l'Union européenne n'a rien fait à part mettre de l'huile de feu, et la France aussi. Malheureusement, quand on commence à dire, quand le chef d'état-major des armées françaises dit qu'il faut que les Français s'apprêtent à sacrifier leurs enfants, cela fait froid dans le dos. Donc, je pense que sur le terrain militaire, pour revenir à votre première partie de la question, eh bien, on voit en effet que l'armée ukrainienne elle souffre énormément, elle résiste, hein, il n'y a pas de doute, elle se bat héroïquement, mais la vérité, c'est qu'elle perd. Il y a beaucoup de conscrits, de personnes qui n'ont pas envie de se battre, qui se retrouvent sur la ligne de front, et l'armée russe progresse, il n'y a pas de doute, malgré l'aide majeure de l'OTAN, qui donne des directives, qui donne des instructions, qui donne de l'aide militaire, tactique, stratégique à l'armée ukrainienne et qui donne beaucoup d'armes, elle n'y arrive pas. Donc, je pense qu'il est dans notre intérêt de trouver une issue de paix et la France devrait quitter comment dire, la politique de l'Union européenne et décider de se mettre autour de la table pour négocier la paix. La Russie et l'Ukraine font toujours partie de notre continent.
Donc, Mmh. on a intérêt à trouver la paix rapidement parce qu'on a intérêt à travailler ensemble. Ça, je pense que c'est un élément qui est extrêmement important. Et comme on est en train de perdre, si on ne veut pas être du côté des perdants définitifs de la redistribution des cartes au niveau mondial et de ce monde multipolaire qui émerge, on a intérêt à se réveiller très rapidement parce que si jamais eh bien, l'aide définitive, enfin l'aide à Zelensky se retournait complètement contre Zelensky, parce que qui sait jusqu'où est-ce que l'armée russe pourrait aller, il n'ira pas au-delà de Ouais, l'Ukraine, ouais. il n'y a pas de doute là-dessus, eh bien, nous serions impliqués dans cette défaite. Ça Mmh. sera une défaite française. Ça l'est déjà, une défaite française, mais cette défaite pourrait être aggravée plus nous attendons avec le temps. Vous avez rendu hommage, à Parenti, hein, récemment décédé. Oui, Un grand critique, hein, je le rappelle, de l'interventionnisme, US et du bombardement de la Serbie en 1999. 30 ans après, voyez-vous des parallèles entre le narratif anti-serbe de l'époque et le narratif anti-russe actuel? oui, tout à fait. C'est le même narratif. C'est ce qui m'a permis, moi, de dire dès 2013 que ce qui se passait au Maïdan, à Kiev, est extrêmement dangereux parce que je voyais bien le même jeu des atlantistes qui, tout d'un coup, irriguaient à travers les médias un discours qui était radicalement hostile à la Russie, alors que quelques années auparavant, les pays occidentaux avaient tout fait pour être amis avec la Russie parce qu'ils étaient intéressés par les richesses russes. Et on a vu cette campagne de propagande qui, tout d'un coup, au lieu d'encourager les personnes à un peu de phronésis, cher Aristote, d'avoir du sang-froid, de discuter, eh bien, on est rentré dans le jeu des Américains et on a fait cette guerre. Et c'était avec les mêmes tactiques qui ont été employées contre les Serbes, où tout d'un coup, eh bien, les Serbes qui ont toujours été des alliés historiques de la France étaient calomniés, montrés du doigt, on les traitait de tous les noms. Il y a eu des mensonges, on avait accusé les Serbes de génocide, il n'y a jamais eu de génocide de Mmh. Serbes au Kosovo. Et on voit très bien que la finalité était de soumettre des territoires à l'emprise politique, militaire et économique surtout des atlantistes. Et Parenti avait raison de nous mettre en garde contre ces politiques qui se retournent contre nous. Nous n'avons plus les pouvoirs, le moyen. Et est-ce que c'est vraiment notre vocation de faire la paix dans le monde, sachant qu'à une fine, on ne fait pas la paix, on sert quelques multinationales et on ment. C'est pas ça, la civilisation helléno-chrétienne que je défends, moi. Pour finir, un message d'espoir, dans Déclin et renouveau, vous dites: «Le soleil se lève». Quel serait votre conseil principal aux auditeurs de Radio Courtoisie qui veulent agir concrètement pour le renouveau français en 2026? Alors, on doit voir le verre à moitié plein. Oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Oui, on est peut-être même au pied de la vague qui vient par rapport à tous les malheurs qu'on vient de citer. Eh bien, on doit garder l'optimisme. On doit se dire que nos ancêtres ont connu cette situation, voire même des situations pires. Je vous rappelle qu'on ne connaît pas encore la guerre. Dieu merci, j'ai été plusieurs fois dans des zones de guerre. On ne veut pas connaître ça. Et si on ne veut pas connaître ça, on doit s'engager, garder cet optimisme, cultiver notre culture, Culture. la connaître, la transmettre, les parents auprès de leurs enfants, les grands-parents auprès de leurs petits-enfants. On doit être fiers de cette culture. Et cela se fait dans la vie de tous les jours. C'est pas juste connaître des belles livres, mais c'est aller au musée, c'est aller au théâtre, partager des beaux événements, inviter des amis à y aller, et c'est participer dans la vie de la cité. Je le dis à tout le monde, on a tous des agendas chargés, mais on doit trouver des moments chaque semaine pour aller participer à quelque chose qui implique d'autres citoyens que nous ne connaissons pas forcément, que cela soit pour de l'aide, que ce soit un spectacle, que ce soit dans la vie de sa mairie, de sa ville. Voilà, parler aux autres et parler de notre culture. Vous savez, les personnes, j'ai encore rencontré peu de personnes qui me disaient du mal de la culture française, mais je ne vois pas assez de Français qui disent du bien de la culture française. Donc, du coup, rayonner, faire rayonner cette culture, en parler et aussi avoir du courage, ne pas avoir peur de parler de la situation dans laquelle nous avons. On a toujours un peu peur. Ah, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je dis ça? Et on ne doit pas avancer avec une pancarte, avec tout un programme politique, mais attaquer les sujets de fond, dire qu'il y a des sujets de fond sur des problèmes qui nous minent, comme l'Union européenne, des problèmes qui concernent également l'immigration. Il faut pas appeler un chat un chat, et on peut Oui, le dire de oui. manière tout à fait intelligente, de ces élites qui pensent qu'à défendre leurs intérêts. Il faut nommer, on ne veut pas rentrer dans le nominalisme, on doit au contraire nommer le chat un chat, et on doit dire les choses avec beaucoup d'humilité. D'accord? On n'est pas les sauveurs, nous on est des sentinelles, on va essayer d'éclairer, on va avancer,
Mais s'il y a des sauveurs ou des héros qui vont sortir, ils sortiront des lignes. Comme nous avons eu des Tom Morel, des Jeanne d'Arc, comme nous avons eu des De Gaulle, comme nous avons eu différents héros à travers l'histoire riche de la France, des Saint-Louis, évidemment. Il y en a qui sortiront. Ne les attendons pas. Travaillons-nous chacun le terrain et ces héros et ces hommes et femmes providentiels viendront. Et toi, et le ciel t'aidera. Eh bien, écoutez, Nicolas Mirkovic, merci, hein, ce sera le mot de la fin, ça passe très vite, hein. Je rappelle que vous êtes essayiste et analyste géopolitique, hein, auteur, je le rappelle, de Le chaos ukrainien, l'Amérique, pardon, empire, et dernièrement, donc je le rappelle, Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront, aux éditions des Syrtes. Encore merci d'avoir accepté mon invitation et j'espère à très bientôt. À très bientôt aussi. Merci encore. Merci beaucoup. Et chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. À mercredi prochain et bonne semaine. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats. On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. Histoire. Au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre, il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. Ouais. Littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai ? Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.